Bonjour à tous, bonjour Maëline. Bonjour Nicolas. Tu vas nous présenter le livre, donc le contenu du livre de Brené Brown, donc Le pouvoir de la vulnérabilité. Et je sais que c'est un sacré bouquin, plus de 300 pages, et je sais que tu as fait un travail extraordinaire, donc je vais découvrir ce livre avec énormément de plaisir avec toi. Mais avant cela, euh, est-ce que tu pourrais te présenter et dire voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'accord. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Maïline Aubry. Je suis coach en apprentissage efficace. Je fais majoritairement de la formation en e-learning. Je crée également des webinaires et puis de temps en temps je fais des conférences. Voilà. Super. Je vais vous présenter ce livre, Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown. Franchement, c'est un livre qui m'a retourné parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et j'espère que ça va faire de même pour vous. Alors, Brené Brown, c'est une chercheuse, elle se définit comme conteuse, tout simplement parce que son travail, c'est de collecter des histoires en fonction d'une liste de questions qu'elle a mis en place. Et elle a fait ce travail pendant 12 ans sur la honte et sur la vulnérabilité. Donc il y a énormément de choses à dire. Et ce livre résume en fait ces 12 années. Oui, je vois déjà le titre original. Euh, Enfin, c'est vrai, c'est le pouvoir. Comment le courage ou l'audace peut-être d'être vulnérable transforme la vie, l'amour et oui, parents et puis le leadership quelque part. Ah oui, tout à fait. Ça bouleverse vraiment nos croyances, surtout sur des termes qu'on pense connaître. Et au final, on s'aperçoit que pas tant que ça. Alors, découvrons ce livre. Découvrons le contenu de ce livre. C'est parti. Alors, on va commencer par la définition de la rareté, parce que c'est un mot qui revient très très souvent dans son livre. Et en fait, c'est la culture du jamais assez. Vous savez, on n'est jamais assez bien, on n'a jamais suffisamment d'expérience, tout ce genre de choses. En fait, c'est pour elle dû à un stress post-traumatique que notre culture a basculé dans la culture de la rareté, en fait, du jamais assez. Pourquoi? Eh bien parce que dans notre monde, on a beaucoup d'insécurité, que ce soit physique, euh, comme la violence, etc., mais également au niveau du travail, comme par exemple le chômage. Tout ça, ça entraîne de la peur et aussi beaucoup de colère. Alors cette culture aussi est basée sur un manque qui est criant pour beaucoup de personnes et c'est une masse suffisamment importante de personnes qui fait basculer une culture, on va dire, normale dans la culture du jamais assez. Et ça entraîne pas mal de choses, comme de l'indifférence, le besoin de comparer continuellement avec d'autres personnes qu'on pense être mieux ou supérieures à nous. Et puis surtout, ça entraîne énormément de démotivation et je pense que on voit tout autour de nous énormément de démotivation. Le problème de la comparaison aussi, c'est que ça entraîne des choses comme le narcissisme. Et ça, on le voit bien sur tous les réseaux sociaux où des personnes partagent complètement leur vie sans filtre pratiquement. Tout ça, ça amène à la culture de la rareté qui est basée en fait sur la honte. Mais la honte, c'est quoi exactement? Parce que c'est bien de préciser les choses. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la honte, la culpabilité, l'humiliation et la gêne. Alors, pour l'humiliation et la gêne, c'est assez facile parce que l'humiliation, eh bien, c'est quand on nous dit quelque chose qui nous plaît pas et on dit non, non, c'est pas vrai, je mérite pas ça. Ça, c'est de l'humiliation. La gêne, eh bien, D'accord. c'est une sensation qui va être fugace. À la limite, quelques temps plus tard, on va pouvoir en rire, ça va faire une histoire drôle. Par contre, Mhm. la honte et la culpabilité, pardon, c'est totalement différent. Si on pouvait les mettre sur une balance, eh bien, elle ne serait pas du tout droite, elle ne serait pas équilibrée, cette balance. Elle va complètement basculer du côté de la honte. Pourquoi? Parce que la culpabilité, en fait, c'est, par exemple, si vous êtes dans un service et sur le coup de l'énervement, vous avez dit quelque chose
qui a des conséquences, et bien au bout d'un moment, vous dites, mince, j'aurais pas dû dire ça, j'ai vraiment été idiote sur ce coup-là. Et on dit, oh la honte. Mais oh la honte très souvent en fait, c'est hyper naturel. Et c'est pas que en France, hein, parce que l'auteur elle est américaine, donc mais en Pologne il y a la même phrase, hein, donc c'est ça qui est, c'est intéressant comme constat en fait de se rendre compte de ça. Oui, mais ce qui est surtout important à comprendre, c'est la différence entre les deux. Parce que la culpabilité, pardon, ça va être ponctuel simplement. Ça va s'arrêter au bout d'un moment, surtout si vous vous excusez ou vous faites les choses pour que ça aille mieux. Par contre, la honte, c'est vraiment, vous dites, oh, mais je suis une idiote, je suis une idiote, je suis une idiote. Et là, vous l'intégrez complètement, vous êtes une idiote en fait. Et c'est là où c'est vraiment la grosse différence. Et la honte ça va faire comme une chape de plomb sur nos épaules. Mhm. En fait, la différence majoritaire qu'il y a également entre les deux, c'est que la culpabilité, eh bien, ça a au final, même si c'est pas agréable, une influence positive. Parce qu'on s'est dit, mince, j'aurais pas dû dire ça. Donc, on a vu ce qu'on devait pas dire, on a identifié le problème, on sait qu'on ne doit pas le redire, et on va pouvoir certainement trouver une solution pour que ça ne se reproduise pas. Et éventuellement essayer de réparer aussi ces erreurs. Alors que la honte, elle est totalement destructrice, parce qu'on va s'enfermer, s'enliser complètement dans cette honte. D'accord. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, vous allez voir pourquoi après. Donc si on reprend la honte, eh bien c'est une peur qui est profonde en fait, vraiment très profonde, et c'est à cause du fait qu'on a peur de perdre le lien qui nous relie aux autres, le lien d'amitié, d'amour, etc. En fait, on pense qu'on n'est pas forcément digne d'être aimé si on éprouve une honte, une gêne en particulier. Par exemple, et il y a un truc qui est important aussi à savoir, et vraiment très important, c'est que notre cerveau perçoit la honte comme une blessure physique. D'ailleurs, quand Ah on oui. a honte, bien souvent, ça dépend des gens, hein, mais moi, par exemple, je reçois un coup de poignard ou un coup de poing dans le ventre. C'est physique, je le ressens, ça Oui. fait mal. En fait, moi j'ai vu des images de céphalogrammes, en fait des zones dans le cerveau qui ont été frappées d'une manière physique et les zones du cerveau qui s'activent pendant justement disons, douleur psychique. C'est les mêmes zones dans le cerveau. Donc le cerveau, il ne fait pas la différence. Est-ce que c'est une douleur psychique ou physique? Donc là, je suis complètement d'accord. Mais une fois que vous avez vu des images comme ça, réellement, des céphalogrammes, ça, en fait, c'est assez impressionnant de se rendre compte que c'est le même type de douleur pour le cerveau. Oui, c'est ça, il peut même carrément, d'après Ben Emron, entraîner une douleur physique réelle, carrément la mettre en place. En fait, ça crée une blessure, mais la honte, c'est une blessure qui est sociale, réellement sociale. Donc, en fait, le soin est facile, c'est l'empathie. C'est la compassion, c'est discuter avec d'autres personnes, en parler autour de soi avec des gens de confiance, bien sûr. Et le problème aussi, et pas qu'un peu, c'est que la honte est déclencheur de beaucoup de choses. Bon, de démotivation, ça c'est, on va dire, le moindre des mal, mais après ça va crescendo, comme la dépendance, le trouble alimentaire, de l'agressivité qui peut aller jusqu'à la violence, voire carrément le suicide. Donc c'est pas quelque chose qui doit être traité de manière banale. Encore plus pour les enfants. Quand un enfant fait quelque chose et puis qu'on lui met la honte, eh bien, bien sûr, ça va s'ancrer profondément en lui, surtout que les enfants, eh bien, ils prennent les choses vraiment au pied de la lettre. C'est au premier niveau, au premier degré. Par contre, cette honte, et ça a été mis en valeur dans les recherches de Ben Emron, c'est qu'une fois adulte, eh bien, l'adulte a toujours cette honte quelque part en lui qui peut le bloquer sur certaines activités. Donc c'est important de le savoir de façon à ne pas le véhiculer à nos enfants. Et le problème de la honte aussi, c'est qu'elle a un allié très puissant qui est notre propre cerveau.
Et ça, c'est assez délirant. Alors pourquoi? Ben parce que notre cerveau, il est constitué de trois cerveaux en fait. Le premier, c'est notre cerveau reptilien, qui est, on va dire pour grossièrement, nos centres de la survie. Donc lui, il a deux réactions, la fuite ou l'attaque, pas plus. Après, il y a le deuxième qui passe par-dessus, qui est le limbique. Ça, c'est le centre de nos émotions. Et le troisième, qui est le cortex préfrontal, c'est notre centre de la réflexion. Le problème est que quand une blessure est infligée, où il y a un danger pour nous, et on a bien vu que la honte, c'est considéré comme une blessure physique par notre cerveau, eh bien le cerveau, le cortex préfrontal, est carrément switché. C'est-à-dire qu'il ne réagit plus. Il ne reste plus que le reptilien et le limbique. Le reptilien, lui, il fait son choix entre la fuite ou l'attaque, et le limbique, eh bien, c'est le mont Vésuve, hein, il explose littéralement. Donc ça, c'est important à savoir, et c'est aussi bien de le savoir pour les enfants et de leur expliquer. Et j'ai trouvé une explication qui avait été fournie par Attika. Euh, j'ai perdu son nom, je suis désolée. Attika, notre Attika Lebray. Lebray, excuse-moi Attika, qui justement a trouvé une jolie solution pour l'expliquer aux enfants. Et c'est en utilisant la main. Donc en bas, elle explique que c'est le cerveau reptilien. Au-dessus, le cerveau limbique, donc la survie, les émotions, et au-dessus, c'est la réflexion. Et il suffit simplement de fermer le point pour ramener les trois qui forment de nouveau une équipe, qui fonctionne ensemble. Et moi, je dis carrément aussi de verrouiller avec le pouce, hein, comme ça, ils sont sûrs de rester ensemble. Si on apprend ça à un enfant, et quand il s'énerve, parce qu'il faut bien comprendre que leur cerveau, lui, il n'est pas encore mature, hein. Donc si on leur a bien expliqué et qu'on ferme le point, ça pourrait les aider justement à reprendre le contrôle sur leurs émotions. Nous, c'est plutôt intéressant à voir. En fait, ce que tu racontes aussi dans la PNL, on appelle ça les ancrages. Et là, ça peut être un sacré ancrage pour justement non seulement explication, mais en plus physiquement, en fait, je fais ça et puis comme ça me fait que je me calme. Après, ça parfois, il faut juste l'expliquer parce que ça peut être un coup de poing aussi à donner. Comme ça, c'est pas la même chose. Oui, voilà, comme ça, oui. Et comme ça, en fait, il a visuel. Il a aussi voilà, la mémoire et puis il peut le ressentir. Donc, oui, complètement, j'adhère à ça. Mm. Moi, j'ai trouvé l'explication très, très bonne. Super, ben merci Attika. Ouais, exactement. Alors, Brené Brown a défini 12 catégories de la honte. Énorme. Oui. Donc il y a l'apparence, bien sûr, physique, hein, l'argent, le travail, maternité, paternité, la famille, tout ce que représente la famille, l'éducation, la santé mentale et physique, la dépendance également, et puis, oups, désolé. Ah, j'ai ma souris qui est trop sensible, désolé. Donc il y a le vieillissement, les religions, les stéréotypes, hein, l'étiquette en fait. Tout cela, ça forme des possibilités de honte qui sont assez importantes. Mais il s'avère que, d'après ces recherches, eh bien, les déclencheurs de la honte pour les hommes et pour les femmes ne sont pas pareils du tout. Pour les femmes, eh bien, ça va être sur l'apparence, la maternité, donc la famille également, et les stéréotypes jolis, etc. Mais surtout une superwoman, une Wonder Woman, pardon, sur tous les plans, et qui doit faire tout sans effort, sans se plaindre, et avec le sourire en prix. Ouais. Pour les hommes, eh bien, ça va être tout ce qui est sexuel, bien sûr. Le stéréotype, c'est être un rock, ne pas avoir peur, sans faiblesse. Avoir une bonne santé mentale et physique, bien sûr, et puis ramener de l'argent et donc avoir un bon travail. Alors, ce qui est amusant, c'est que sur une de ces dialogues de groupe, justement, il y avait des hommes et des femmes, et une femme qui s'était plainte justement que les hommes les jugeaient toujours sur leur apparence, et des hommes dans l'assemblée ont répondu « mais nous, on s'en fout complètement,
c'est vous qui nous faites réagir comme, comme en étant sans faiblesse, etc. En fait, les deux groupes pensent que l'autre... Ah, excusez-moi, je me mélange un peu les pinceaux là. Oui, en tout cas, si je comprends bien, en fait, les deux groupes, ben, il y en a un qui a compris, voilà, c'est vous qui vous faites toujours toutes belles, etc. Donc, on va pas juger sur ça. Mais en même temps, vous, les femmes, vous nous faites, en fait, marcher comme ça, les hommes. Vous faites toujours belles, toujours en apparence, toujours, voilà, toujours les maquillages, machin. Alors que si vous n'avez pas eu ça, de toute façon, on allait vous aimer, en fait. Ça doit être ça, si je comprends bien. Oui, en fait, c'est que c'est un effet miroir. C'est-à-dire que les femmes pensent, au vu des agissements des hommes, que la honte, pour elles, ça va être ça. Et les hommes pensent de même en voyant fonctionner les femmes. Alors qu'en fait, c'est une méconnaissance, une non-compréhension entre les deux genres. C'est Mhm. c'est ça le truc. Donc là, c'est un point de vue global, parce que bien évidemment, il y a des unités qui font pas ça. Mais là, c'est un constat. Ah. Un ninja qui arrive. Voilà, exactement, ça va faire plaisir à quelqu'un que je connais. Un petit clin d'œil au passage pour Yannick. Et justement, c'est vraiment Ben Emron qui l'appelle comme ça, hein, l'entraînement du guerrier ninja. Et ça consiste en quoi? Eh bien, en utilisant la résilience, en devenant résilient. Alors, c'est quoi, d'après la définition du dictionnaire? C'est la capacité de rebondir après un traumatisme, quel qu'il soit. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, pour ça, il faut reconnaître déjà sa honte. Physiquement, reconnaître les symptômes physiques, hein, et aussi ses déclencheurs. Pourquoi est-ce que j'ai honte? Après, il faut utiliser également son sens critique sur cette honte. Donc, est-ce que les attentes des personnes qui sont autour de moi sont vraiment bonnes? Est-ce que c'est en accord avec mes propres valeurs et leurs? Il faut partager son histoire, hein, avec des gens de confiance. On ne le dit pas à n'importe qui, des gens où on sait, sur lesquels on peut compter euh, pour, euh, pour avoir de l'empathie, de la compassion. Et partager son histoire, c'est également la reconnaître, la véridique, j'entends. Mhm. Après, il faut également partager son ressenti, les émotions qui vont avec, et si besoin, demander de l'aide. D'accord. Donc la résilience, eh ben, c'est tout simplement commencer à lutter. Oups. C'est gagner donc en courage, en compassion, parce que ça va dans les deux sens, hein. Une personne à laquelle on se confie, eh bien, elle saura qu'elle aussi peut se confier à l'autre personne, et donc ça amène de la solidarité, forcément. Et le tout en suivant nos valeurs, ça c'est important. Donc Mhm. la stratégie, en fait, c'est protéger le lien, et c'est l'antidote à la honte, tout simplement. Alors maintenant, on va parler de la vulnérabilité, qui est quand même le grand sujet du livre. Oui. La définition de la vulnérabilité d'après le dictionnaire, c'est une faiblesse ou une fragilité qui peut être ou juste ponctuelle, ou alors définitive. Mais suivant Brené Brown, enfin suivant le résultat de ses recherches, c'est pas du tout ça. En fait, c'est une grande force. C'est la force de beaucoup oser. En gros, sortir de sa zone de confort. Et ça crée des personnes elle les appelle des entiers. C'est-à-dire Mhm. qui savent, euh, enfin, qui connaissent leurs valeurs, qui utilisent la résilience, la compassion, et qui savent créer du lien, des liens forts avec d'autres personnes. Mhm. Alors, j'ai quand même enfin, quand même, c'est pas le bon mot. Le, une petite questionnement. Est-ce qu'une personne, c'est une question sans réponse, hein, est-ce que si moi je suis dans l'honte, est-ce que c'est confortable pour moi en fait? Est-ce que, en fait, tu vas sortir de la zone de confort alors que si je suis pas bien parce que je suis dans le sentiment de la honte ou plusieurs hontes, en fait, sortir de là, c'est peut-être prendre sa zone de confort enfin. J'inverse un peu, mais bon, on continue. Ça, c'est juste une petite pensée comme ça d'un coup. Justement, de toute façon, on va en avoir quelques antidotes.
Donc les boucliers de la vulnérabilité, alors elle en a compté 8, et je vais vous les présenter de cette manière, c'est-à-dire je vais vous donner le nom du bouclier, je vais vous dire pourquoi, comment ça se met en place, les conséquences, et puis 2 exemples d'antidotes. On part? Allez, on est parti pour le premier. Alors le Ok. premier, c'est la joie appréhensive. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'appréhension, ça va pas forcément avec la joie, on est d'accord. En fait, c'est cette joie que l'on ressent qui peut être intense, comme par exemple quand on regarde dormir ses enfants. Et puis tout d'un coup, la peur qu'il leur arrive quelque chose. Et ça peut se transformer vraiment en angoisse profonde, surtout pour les parents. Je crois que tous les parents qui m'écoutent vont comprendre ce que je veux dire. Et ceci, bah, ça déclenche. Pourquoi ça se met en place, ce bouclier? Eh bien, c'est pour réduire la souffrance que l'on pourrait avoir s'il y a une tragédie qui se passe. Juste pour la réduire. Ça permet donc de l'anticiper, quelque part, même si ça ne va pas être forcément la même. Mais on va prendre un certain entraînement. Voilà, c'est de l'entraînement, quelque part. Mais le problème avec ça, eh bien, c'est qu'on est perpétuellement déçu en continu, puisqu'on n'arrive pas réellement à profiter de la joie intense des petits moments et des grands moments. On n'est pas dans l'instant présent, et ça c'est dommage. L'antidote, eh bien, c'est ce qu'on appelle la gratitude, c'est-à-dire simplement bah, quand on voit quelque chose de beau, en être heureux, mais sans rien d'autre, hein, remercier, etc. Et célébrer. Moi, personnellement, j'aime bien la gratitude-attitude. Il y a même des bracelets comme ça. Et la gratitude-attitude, c'est justement la reconnaissance pour tout ce qui m'arrive dans la vie, le fait que. Mais c'est vraiment au minimum. Enfin, c'est quelque chose. J'ai par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a des problèmes financiers ou un entrepreneur euh, il y a des factures qui arrivent pas parce qu'il y a quelqu'un qui ne le paye pas, etc. Bon, bref, il y a des problèmes financiers. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que je me plonge et puis je dis, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Et en même temps, euh, on peut dire aussi, ouais, super, franchement, génial que ça m'arrive parce que comme ça, je peux développer mon intelligence financière. Merci. Merci que cette situation arrive parce que je peux grandir en tant que personne. Et là, je suis dans la gratitude. Alors que des choses comme ça arrivent en permanence à tout le monde. Et c'est juste, j'ai le choix de décider, est-ce que je décide de me plonger dans mes pensées négatives, pourquoi c'est moi, dans ça, ou dans la gratitude. C'est juste un exemple que je donne parce que très souvent j'ai affaire à beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes autour de moi dans des différentes situations. Et justement, c'est ce qui ressort quand on discute avec beaucoup de personnes. Donc j'adhère complètement à ce premier bouclier. Hmm. Il y a aussi une autre façon de penser également, c'est quand on parle d'une médaille, elle a toujours, ou d'une pièce, elle a toujours 2 faces. Donc s'il y a une face qui est négative, il y a forcément une face qui est positive. À nous de chercher ce qui est positif dans cette chose qui nous arrive. Alors après, il y a le perfectionnisme. Ça, je Ah, connais bien ça. c'est pas mon truc, mais par contre, c'est le tien. Oui, à fond. Donc ça, c'est en fait une demande d'approbation des autres personnes. Alors sur le coup, quand j'ai lu ça, franchement, j'ai dit non mais c'est du grand n'importe quoi. Puis après, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit ah bah si, au final, si c'est ça, c'est tout à fait ça. Et ça peut entraîner beaucoup de peur, d'échecs, etc. Et je peux vous le dire parce que là, sur la synthèse, j'ai bien cru que j'allais pas réussir à faire ce que je voulais faire, mais finalement, je l'ai fait. Voilà, et je suis Oui, contente de ce que j'ai fait. juste pour l'anecdote, pour vous dire que on enregistre aujourd'hui, il y a 2 jours, Maëline m'a dit qu'elle n'est pas prête pour l'enregistrement. Et moi, je n'étais pas au courant de ce qu'elle avait fait, donc je pensais qu'elle a rien fait. Pour moi, c'était ça, je ne suis pas prêt. Et j'ai regardé elle m'a envoyé le PowerPoint et là, j'ai compté déjà une centaine de slides. Et elle me dit, il me manque encore une trentaine et je ne suis pas prête. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, mais bon, pour moi, c'était déjà
un truc de faux ce que tu as fait. Et pour toi, justement, t'étais pas prête parce que c'était pas terminé. Alors qu'on avait dit, voilà, faut pas dépasser ton de slide, etc. Donc, c'est intéressant en fait. C'est bien que tu en parles. Alors, c'est vrai que ça peut être vraiment problématique, et là, je l'ai bien ressenti, hein. Ça, je reconnais que... Alors, l'antidote à ça, eh bien, c'est d'accepter ses fêlures, ses faiblesses, etc. De dire simplement, bah, je suis humaine, hein, et je suffis à la tâche, comme dit Ben Brown. Je suffis, c'est suffisant. Il faut savoir se mettre des limites, en fait. C'est ça. Oui, Et je m'en suis mis, hein. Hier soir, je peux t'affirmer que je m'en suis mise. bon, c'est bien. Alors, le troisième bouclier, c'est l'anesthésie. Et ça aussi, c'est quelque chose que je connais bien. C'est pour faire taire l'angoisse. Et ça entraîne des dépendances. Alors, ça peut être n'importe quel type de dépendance, hein. Ça peut être la compensation au niveau de la nourriture, ou l'inverse, ne plus manger. Ça peut être bon, beaucoup plus grave, bien sûr, mais ça peut être Mhm. aussi des dépendances, et bien faire de la procrastination également. Et ça peut entraîner de la rupture sociale. L'antidote, eh bien, c'est toujours la même chose au final, quelque part, c'est se fixer des limites et puis renouer pardon, avec nos émotions et les accepter. Parce que c'est pas toujours simple, hein, mais il faut y faire face et regarder, justement, chercher le positif dans le négatif. Alors il y a ce bouclier-là qui est Viking Victime, et je m'aperçois que de plus en plus il est utilisé dans notre société. C'est bien ça le problème, parce que c'est une vision binaire du monde. Vraiment, c'est blanc ou noir. Et dans une de ses interviews à Brené Brown, il y a un avocat qui lui a dit: de toute façon, le monde se sépare en deux groupes. Il y a les salauds et les perdants. Waouh! Comme définition du monde, on peut faire mieux. Ça laisse aucun espoir, aucune possibilité d'avancement, ce type de pensée, à mon sens. Et forcément, ça déconnecte les personnes de leurs propres sentiments, parce que pour avancer, pour être gagnant, eh bien, pour eux, tout le moins, il faut écraser les autres. C'est le problème. Mhm. Donc ça amène forcément de la rupture sociale. C'est aussi le cas des militaires. Et là aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, marqué dans ce qu'elle disait. C'est qu'en 2009, hein, les soldats américains qui sont partis en Afghanistan et en Irak, hein, il y a eu, si je ne me trompe pas, 761 morts au combat. Dans Mhm. la même année, sur les gens qui sont revenus, il y a eu 817 suicides. Il y a eu plus de morts par suicide que de morts au combat. Ça vous laisse voir le problème majeur de ce type de bouclier. Ouais. Donc l'antidote, bien sûr, eh bien, c'est de créer du lien et d'essayer de retrouver la confiance petit à petit. Et c'est l'un des plus durs boucliers, je pense, à faire tomber. Mhm. Après, il y a le coup de projecteur. Ce sont des personnes qui ont besoin, qui voudraient créer du lien, mais en fait qui n'arrivent pas réellement à le faire, enfin tout le moins qui savent pas trop comment s'y prendre, et puis qui sont comme une cocotte minute au bord de l'explosion, et qui envoient tous leurs problèmes d'un coup à la première personne qu'ils rencontrent, qui leur a souri, etc. Donc ça, c'est le problème, bah, c'est que ça fait peur immédiatement aux personnes, hein. Surtout si c'est la première fois qu'on la rencontre. On dit, oula, ça c'est une personne à problème, on n'a pas envie de créer du lien avec quelqu'un qui a autant de problèmes. Donc ça amène Mhm. à l'exclusion. L'antidote là-dessus, bah, c'est toujours se fixer des limites et puis se poser des questions. Alors là, pour les questions, je vais pas en parler là maintenant, mais par contre, dans le PDF des slides, vous allez avoir justement des questions. Je vous ai rajouté des questions et vous allez pouvoir essayer de voir ce qu'il en est. Le camp les brillages, alors c'est un autre bouclier, c'est un peu comme le coup de projecteur, sauf que là, c'est pas pour la même raison. La personne recherche vraiment un public, simplement. Peu importe les sentiments de l'autre, il n'a pas envie vraiment de créer du lien. Il dit tout d'un coup, et puis bien sûr ça amène à l'exclusion sociale.
Alors toujours la même chose, là c'est se fixer des limites et se poser des questions, en plus des questions du bouclier qui est précédent, donc sur le coup de projecteur. Ça aussi vous le retrouverez dans le PDF, hein, je vous les ai mises. D'accord. Alors il y a celui-là, le zigzag, qui est la peur d'éprouver des sentiments un peu trop intenses, hein, que ça soit positif ou négatif d'ailleurs, enfin négatif ou positif. Et c'est une stratégie d'évitement, tout simplement. Et le problème, c'est que de courir en zigzag sur une longue distance, eh bien, on est épuisé à l'arrivée. Donc l'antidote à ça, eh bien, c'est de prêter attention à l'événement, vraiment de regarder tous les tenants, les aboutissants, et puis de progresser à son rythme, hein, de prendre le temps, hein, Kaizen, tout simplement. Alors là, en fait, stratégie d'évitement, ça me fait penser, là justement, je discutais dernièrement avec j'ai un ami en fait qui court beaucoup, qui fait des marathons, des ultramarathons, il va aussi dans les montagnes, tout ça en Pologne, et il a voilà, beaucoup d'amis dans ce milieu-là. Et on a discuté justement, en fait, c'était autour de la PNL, mais en fait, il s'est rendu compte que lui, pour courir, il a commencé à courir il avait peut-être 35 ans ou quelque chose comme ça, et c'était pour courir pour éviter les problèmes dans sa vie, dans sa famille, etc. Donc en fait, il fuyait quelque part. Il courait pour fuir, en fait. Donc, stratégie d'évitement quelque part. Et il s'est rendu compte, moi j'ai posé une thèse comme ça, est-ce que tu peux analyser peut-être, ou tu peux voir sous un angle combien de personnes dans ton entourage, ils font de la course. Tu sais, quand tu cours, ben, tu cours, tu fuis en fait, c'est des kilomètres que tu tout seul. Et en fait, justement hier, il m'en a parlé que à toutes les personnes avec lesquelles il a commencé à parler en fait de ça, il a clairement posé la question, est-ce que tu cours justement pour le plaisir ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose où tu fuis la maison, des problèmes, etc., des choses, tu n'es pas obligé de me dire quoi, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans toi, dans le subconscient? Et toutes les personnes avec lesquelles il a parlé jusqu'ici, environ 5 ou 6, ils ont tous lui confirmé ce fait qu'ils sont en train d'éviter quelque chose, de fuir quelque chose. C'est extrêmement intéressant, je le partage juste comme ça, parce que c'était justement, je ne pensais pas de voir les coureurs de ce point de vue-là, en fait. Voilà, et on passe à la suite. Ouais, on court pour différentes raisons, pour se vider la tête aussi, tout simplement. Alors le dernier, c'est ce que j'appelle moi les 4 C, parce que c'est plus simple. C'est le cynisme, la critique, la cool attitude et la cruauté. En fait, c'est un combat contre la vulnérabilité, on ne veut absolument pas être faible, et on est, comment dire, agressé par les gens qui, eux, acceptent leur faiblesse. Donc du coup, non seulement c'est un bouclier, c'est une armure, mais c'est aussi une épée, parce qu'on cherche à infliger des blessures, enfin, la honte, etc., l'humiliation aux autres personnes, de façon à éviter d'avoir ce reflet en face de nous qui peut nous gêner. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, ça les exclut complètement du lien relationnel avec d'autres personnes, parce qu'on n'apprécie pas de se faire toujours critiquer et méchamment critiquer. Donc pour ça, l'antidote, eh bien, c'est de comprendre pourquoi on fait ça, hein, et puis d'exprimer aussi ses besoins, parce que souvent, ce sont des personnes qui ont des besoins, mais qui ne savent pas comment les exprimer, comment les dire, et qui ne sont pas forcément conscients non plus. Voilà. Donc c'est une recherche sur soi-même, en fait. Ah, très souvent, on n'est pas conscient de ça, hein, c'est dans le subconscient total. Hein. Alors, Brené Brown propose une stratégie qu'elle a appelée attention à la marche. Alors, c'est quoi ça, le attention à la marche? Eh bien, c'est un panneau ou tout simplement une phrase qui est notée sur les quais des métros londoniens pour accéder au métro. Enfin, Please mind the gap between the train and the platform. Ah oui, c'est ce que j'ai repéré tout de suite quand j'étais à Londres.
Alors, ce que j'ai appris en lisant ce livre, c'est que ça s'est mis en place en 1969. Et moi, ça m'a amusé parce que 69, c'est une année dont je suis obligée de me souvenir pour plusieurs raisons. Mais entre autres, c'est là où l'homme a marché sur la Lune. Alors ça m'a amusé, le fait de marcher, etc. C'est plutôt amusant. Voilà. Bon. Euh, donc cette stratégie, eh bien, c'est de regarder où on est et où l'on va, c'est-à-dire de faire attention où on met les pieds en fait, et de rester donc dans nos valeurs, de rester en cohérence. Nos actions doivent être cohérentes avec nos valeurs. Et pour ça, eh bien, il faut incarner nos valeurs. Ça devrait plaire à Jérôme comme terme. Mais je pense que ça plaît à beaucoup de personnes et on retrouve encore une fois en fait l'importance des valeurs que nous avons tous et c'est beaucoup plus simple une fois qu'on les a définies, on les a classées, de prendre des décisions aussi, des décisions à plein niveau. Oui, et puis c'est important, je Après, il pense. faut le vivre, c'est un voyage personnel. Ouais, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps. Parce que il y a des fois, on s'aperçoit qu'on a certaines valeurs enfin, qu'on ne connaissait pas, et on s'en aperçoit justement en lisant des livres, en discutant avec des personnes, etc. Donc c'est vraiment important de temps en temps de prendre un moment de pause et puis d'essayer de voir où est-ce qu'on en est. C'est Et en plus, avec cette conscience que les valeurs, avec le temps, elles vont évoluer aussi. Ça évolue, donc ça, c'est aussi un voyage. tout à fait. Alors, cette stratégie, elle la reprend dans ce qu'elle appelle l'éducation entière. Donc, vous vous souvenez, on a parlé des entiers, les personnes donc, qui savaient utiliser leur vulnérabilité à bon escient, on va dire, hein, qui savaient que, étant humain, eh bien, on a c'est même pas des faiblesses, là, c'est des forces. Et il faut la reporter également dans l'éducation. Alors, comment on fait? Eh bien, déjà, les enfants, vous le savez, ils apprennent par imitation. Oups, désolé. Euh, Ah oui, alors là, par l'imitation, c'est génial parce que, enfin, c'est génial. Moi, je dis, l'enfant, c'est le meilleur outil de développement personnel pour les parents parce que il va pas m'écouter, il va juste faire, il va copier ce que moi je fais. Donc, pour moi, en fait, donc moi, je dois me comporter, si je veux qu'il fasse ce que je veux, je dois me comporter de telle manière, comme ça, il va me copier. Il va pas faire ce que je dis, hein. oui, non, mais c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que donc bah, il faut qu'on soit les adultes qu'on aimerait que eux soient plus tard. Tout simplement. Et c'est pas facile. Étant maman, j'en sais quelque chose, et toi, étant papa, t'en sais quelque chose aussi. C'est sûr, mais c'est génial parce que comme ça, en fait, en étant conscient, ben, ça me motive. Moi, j'adore parce que comme ça, je peux évoluer en fait. Tout à fait. Bah, depuis que j'ai eu ma fille, je l'ai eue en 2006, j'avoue que je suis plus du tout la même personne. Hein. Plus du tout. Parce que elle m'a fait tellement évoluer. J'ai appris tellement de choses grâce à elle. Ouais, c'est ça. Puis j'en apprends encore et j'ai pas fini. J'espère. J'espère pas en tout cas. Et c'est pas possible parce que tant qu'elle sera là. Jusqu'à la mort. Ouais, tout à fait. Il y a aussi autre chose qu'elle dit. Le premier regard que l'on doit poser sur son enfant, et ça m'a parlé aussi, c'est un regard d'amour qu'on doit poser. Si c'est le matin, qui se lève, etc., qui va à l'école, par exemple, là je parle de quelque chose que je connais bien, eh bien, c'est pas de voir votre enfant qui est pas encore habillé, qui est pas coiffé ou autre. C'est simplement je lui dire bonjour avec un grand sourire, et puis il dit bon, bah, maintenant il serait temps de passer au reste parce que sinon tu vas louper ton bus ou autre. Voilà, c'est ça. C'est d'abord le regard positif, hein. Après le regard Ou critique. peut-être ce regard critique, il peut se faire par des questions. Et ça fonctionne énormément. Apprendre à poser de bonnes questions. C'est-à-dire que, quelle heure est-il maintenant? Ah ben, ça dépend à quel âge il a l'enfant. Moi-même, mon enfant, il a 3 ans et demi. Et puis c'est en fonction moi, je lui pose des questions. Et lui, il arrive déjà à des conclusions que moi, je les guide avec les questions, en fait. Et c'est ça qui est formidable parce que à ce moment-là, je,
je lui dis pas quoi faire. En fait, je lui pose juste des questions et lui, avec son cerveau, il est capable justement de prendre déjà des décisions à cet âge-là. Et c'est tout. Après, je suis d'accord, apprendre à poser des questions, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est un travail, enfin, tout un apprentissage, voilà. Oui, ça permet de le diriger disons qu'on lui fait voir éventuellement différents chemins et c'est à lui de faire son choix. Ça lui permet de réfléchir en fait, de mettre en action son cerveau et de prendre ses propres décisions, comme tu dis. C'est tout à fait C'est ça. ça. D'après Brené Brown, là je suis tout à fait d'accord avec elle, je suis d'accord pour tous ceux dont on a parlé, mais alors celui-là en particulier. Parce que en tant que parent, bah, souvent on oublie de le faire. C'est vraiment de poser un regard positif sur nos enfants au début, de leur faire voir notre amour en fait, et après simplement d'amener éventuellement la critique. Pourquoi dans ce sens-là? Et tout simplement parce que ça va amener la confiance de l'enfant. Donc il va vivre dans un contexte qui est sécurisé, qui est agréable et en toute confiance. Parce qu'il sait qu'on les aime. Alors que si on rentre directement dans la critique, bon, si c'est une fois, c'est pas grave, mais si c'est en continu, là, ça peut poser un problème. Et après, on va parler de l'engagement subversif. Alors j'aime beaucoup ça. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, mais de quoi elle veut parler encore? Qu'est-ce qu'elle va me chambouler encore dans ma tête? Et là, en fait, c'est pour raviver la flamme de la créativité, de l'innovation, de l'apprentissage, de tout ce qui de toutes ces choses qui ne sont pas possibles si on nous humilie continuellement ou si on éprouve de la honte. Ça, c'est valable pour les dirigeants. Alors, sa définition du dirigeant, j'aime beaucoup aussi. C'est une personne qui prend la responsabilité de trouver des qualités chez les personnes qui l'entourent et de les mettre en exergue, et également de prendre des décisions. C'est ça, un dirigeant. Et ce dirigeant-là, bah, il doit réhumaniser tout ce qui est éducation et tout ce qui est travail. Et ça, c'est un sacré boulot parce que dans une société du jamais assez, c'est franchement une gageure. Mhm. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur le livre, hein. Et il y a énormément, énormément d'autres choses. Moi, je vous conseille de le lire. J'ai adoré. Mhm. Sinon, je vais vous parler un petit peu de la biographie maintenant, de ce qu'elle a fait, mais en français, parce qu'elle a fait d'autres choses en anglais, mais qui... Super, c'est une personne à découvrir complètement. Je vous mettrai également en lien le TEDx de Houston qu'elle a fait. C'est sa première conférence. C'était quelque chose où elle était vulnérable vraiment énormément. Et d'ailleurs, elle était très très mal à l'aise une fois qu'elle l'a eu fait parce que pour elle, elle avait tout gâché. Sa réputation de chercheuse allait être déchiquetée par ses pairs, etc. Enfin bon, bref, elle se sentait vraiment très très mal et honteuse. Et en fait, c'est l'une des plus grosses enfin, niveau de vues. Je crois qu'il y avait, quand elle a rédigé ce livre-là, il y avait 5 millions de vues. Et c'est rentré dans le TED direct, hein. Et elle a même fait une conclusion du TED de 2012. Pour vous dire à quel point sa conférence a touché énormément de monde. Ouais. Donc la biographie française, eh bien, elle a commencé par dépasser la honte. Donc elle l'a écrit aux États-Unis en 2007, il a été traduit qu'en 2015. D'accord. Le deuxième livre, alors là, faites attention parce que là, je dis grosse alarme. Il y a 3 livres, mais qui, en fait, est le même livre. The Gift of Imperfection, sorry for English. Ces livres-là, en fait, hein, le premier a été traduit par un Québécois. Donc c'est normal que ça soit très différent des deux autres. Les deux autres sont français, sont du même éditeur, même si c'est pas la même maison d'édition, mais c'est le même éditeur, et ils ont réussi à lui trouver 2 noms différents. D'accord. Mais c'est le même livre à l'intérieur? C'est exactement, et ils le disent hein, d'ailleurs, c'est une réédition du premier. D'accord, ok. Mais chez 2 éditeurs différents, mais en fait qui font partie de la même maison. D'accord, ok.
Voilà, faites attention. Si vous voulez prendre des livres en occasion, bah voilà, ça, il faut le savoir. Le livre qu'on vient de voir, eh bien, il a été fait en- récemment entre les deux. Et après, il y a comment confronter l'adversité, le dernier qui a été traduit, à ma connaissance, en tout cas en français. D'accord, Voilà. super. Maëlyn, merci beaucoup pour ton partage, pour ton travail euh, et aussi pour ta franchise, pour ton engagement. Je suis super content de pouvoir découvrir ce livre et voir aussi à quel point j'adhère en fait à cette philosophie, comment c'est cohérent avec déjà ce que j'ai appris et ce que j'applique. Donc franchement, merci. J'espère que vous qui nous écoutez, vous allez apprécier aussi et vous avez apprécié aussi. Et voilà, je vous dis à très bientôt et à Maëlyn aussi à très bientôt. Eh bien oui, à très bientôt aussi. Je vous souhaite une bonne journée à tous, ou une bonne nuit, ou une bonne soirée, je ne sais pas. Au revoir. Au revoir.